Donc, du coup, on va vous présenter le WP3 qui porte du coup sur les performances de systèmes de culture sans pesticides ou très économes en pesticides, riches en légumineuses et leurs conditions de développement, du coup, à une échelle, en travaillant à l'échelle système de culture et exploitation jusqu'à l'échelle globale du marché. Donc, dans ce WP3, contribuent l'unité expérimentale domaine des poisses, l'UMR agroécologie, IESEG, l'UMR Césaire de l'INRAE Dijon, enfin INRAE AgroSup du coup, et puis l'UMR Agir. Donc, je vais faire une présentation globale du WP3 et ensuite, il y aura, comme pour les autres, détail des différentes actions conduites. Donc, le contexte ici, c'est bien de contribuer et d'intégrer le fait qu'on souhaite adresser les deux types de transition, à la fois la transition agroécologique et la transition alimentaire pour, du coup, développer des systèmes sans pesticides et riches en légumineuses. Il y a le double challenge que mentionnait tout à l'heure Genaël, qui est du coup d'essayer de rechercher une autonomie protéique par ces systèmes de culture et aussi d'adresser le challenge du sans pesticides. Et donc, dans ce cadre-là, c'est comment on essaie de conserver tous les bénéfices liés à l'introduction des légumineuses dans des systèmes de culture lorsqu'on se positionne sans pesticides, sachant que historiquement ou de manière plus classique, les légumineuses visent ou sont intégrées non pas par rapport à des dynamiques de réduction ou des objectifs de réduction des produits phytosanitaires, mais plutôt par rapport à des objectifs en lien avec la dépendance aux utilisations d'engrais azotés de synthèse, et donc par rapport à des problématiques plutôt énergétiques et contribution au changement climatique. On a aussi, et du coup, il y a l'objectif de produire des protéines végétales par ces systèmes de culture. Et donc, du coup, l'idée ici, c'est bien d'avoir une vision multiservice des légumineuses dans ces systèmes sans pesticides, et donc d'intégrer une vision très multicritère des performances en approchant à la fois des performances environnementales, mais aussi économiques et sociales. Pour aller vers ces transitions, enfin opérer des transitions, il existe des forts verrouillages sociotechniques. Et dans le cas des légumineuses, ça peut être différents types de verrouillages qui bloquent en fait leur développement dans les systèmes agricoles. Ça peut être des impasses techniques qu'on a pu mentionner tout au long de la journée. Des manques de conseils ou de ressources pour savoir comment on peut cultiver ces légumineuses dans les systèmes de culture. Et puis, des questions aussi en lien avec les marchés et l'organisation socio-économique qui est pour l'instant assez, pas forcément la plus favorable aux légumineuses à graines dans le contexte actuel. Et donc, il y a bien l'idée que pour aller vers ces transitions à la fois agroécologiques et alimentaires, la nécessité d'innover non pas uniquement à l'échelle du système de culture, et dire sur comment on produit des légumes à graines, mais aussi innover tout au long de la chaîne de valeur en intégrant du coup la diversité des acteurs et en travaillant à l'échelle du coup des marchés. Donc l'objectif les objectifs du WP3, c'est de produire des connaissances sur les performances de systèmes riches en légumineuses et économes en pesticides et sur les conditions favorables au développement de ces systèmes. Donc, le premier objectif, ça va être d'identifier les meilleures stratégies ou des stratégies prometteuses pour introduire des légumineuses dans des systèmes sans pesticides ou économes en produits phytosanitaires, vu qu'on verra qu'on ne va pas travailler uniquement sur des systèmes sans phyto. Et là, en intégrant du coup la diversité des services et des services attendus par les légumineuses et en essayant de tenir au plus compte de la situation de production dans laquelle sont cultivés ces systèmes de culture. Donc, par situation de production, on va entendre le contexte pédoclimatique et socio-économique. On va également étudier les tendances du marché et le développement des écolabels pour identifier de nouvelles opportunités
qui favoriserait du coup de nouvelles pratiques agricoles liées à la fois à la diversification des cultures et à, du coup, à la diversification en termes de légumineuses et à la fois à la réduction de l'utilisation des pesticides. Et le troisième objectif est d'étudier les formes d'organisation qui seront favorables à ces nouvelles pratiques agricoles et en proposant à la fois des pistes en termes d'incitation économique pour les agriculteurs, des propositions d'organisation des filières et des marchés pour accélérer à la fois le partage de connaissances entre acteurs, mais aussi pour éventuellement modifier les modes de gouvernance ou d'organisation à l'échelle des filières. Donc, pour repositionner les différentes tâches dans le cadre de ce WP, on a choisi de représenter ici les différentes composantes du système agroalimentaire. La première tâche, donc 3.1, visera à plus travailler à l'échelle des systèmes agricoles, donc plus à l'échelle de l'acteur agriculteur, et d'analyser la durabilité des systèmes de culture en intégrant du coup les différentes composantes de la durabilité, à la fois environnement, social et économique, et d'identifier les meilleures stratégies pour développer des systèmes de culture à la fois riches en légumineuses et sans pesticides, ou très économes en pesticides. Donc l'idée, là on le verra, c'est de travailler en mobilisant une diversité de sources de données. La deuxième tâche focalisera sur les processeurs et distributeurs qui vont du coup utiliser les légumineuses et donc visera à étudier les tendances du marché alimentaire pour voir du coup comment sont valorisées ou les pistes d'innovation en termes de valorisation des protéines végétales et comment ça peut être associé à des pratiques agroécologiques ou le développement d'écolabels. L'idée ici, ça pourrait être aussi d'identifier des entreprises qui sont engagées dans la transition et qui seraient moteurs du coup dans le développement de systèmes riches en légumineuses et économes en produits phytosanitaires. Et ensuite, on aura une troisième tâche qui vise à regarder du coup les organisations socio-économiques et les arrangements organisationnels de manière à comprendre qu'est-ce qui peut favoriser la mise en œuvre d'alternatives aux pesticides et puis également quels peuvent être les types de conseils, par exemple, ou d'accompagnement d'agriculteurs, notamment via des contrats culture qui peuvent être favorables au développement de nouveaux systèmes. Donc, les résultats attendus pour ce WP, c'est à la fois d'identifier des systèmes de culture qui seront multiperformants et surtout aussi de comprendre qu'est-ce qui fait que ces systèmes sont multiperformants, de manière à pouvoir du coup proposer des ressources disponibles pour pouvoir envisager le développement de ces systèmes, d'identifier des stratégies gagnant-gagnant, à la fois pour le producteur, pour des systèmes qui soient multiperformants de son point de vue, mais aussi pour qu'ils soient identifiés comme gagnant-gagnant pour les autres acteurs de la société. Ça serait aussi de proposer ou de donner des arguments en faveur d'une éventuelle compensation ou des incitations pour l'adoption de systèmes agroécologiques, dans le cas où on aurait identifié des compromis difficilement conciliables. Donc, oui, voilà. Donc, voir si des compensations ou des incitations pourraient favoriser l'adoption des systèmes. Il y aura aussi, en résultat attendu, le fait qu'on va produire une analyse des opportunités du marché pour le développement des écolabels en faveur de la diversification et de l'adoption de nouvelles pratiques. Et puis, il y aura des propositions de nouvelles formes d'organisation ou de conseils pour promouvoir et favoriser les pratiques agroécologiques. L'idée étant du coup de contribuer à alimenter des ressources qui seront utiles pour la conception de nouveaux systèmes de culture
et aussi proposer ou fournir des informations qui pourraient guider ou alimenter des discussions avec les décideurs publics. Donc, si on fait le focus sur la tâche 3.1, qui concerne du coup l'échelle système de culture et exploitation agricole, on va vous présenter avec Raluca ce qui est prévu en termes d'études des performances de systèmes économes en produits phytosanitaires et riches en légumineuses. Donc, l'idée ici, ou les objectifs généraux de cette tâche sont d'évaluer en multicritères les systèmes de culture, de manière à identifier les plus performants et à identifier les déterminants de leur performance. Ici, on va opérer avec deux approches complémentaires. Une approche très basée sur mobilisant fortement l'agronomie et une approche mobilisant des outils des économistes. Donc, pour la première approche, l'idée est de réaliser une évaluation multicritère d'une grande diversité de systèmes de culture, de manière à pouvoir identifier des systèmes performants, répondant au double enjeu d'économie en produits phytosanitaires et de richesse en légumineuses. Donc, en termes de travaux existants, ce qu'on a pu développer, c'est que, par exemple, on a pu travailler sur un réseau expérimental dans lequel étaient testés des systèmes de culture innovants, donc des dispositifs expérimentaux du même type que ceux présentés tout à l'heure dans le WP2, la plateforme ABI, Cassis et BDS. Et donc, dans le cadre de l'analyse de ce réseau, on a pu identifier des profils de performance de différents systèmes de culture en intégrant les multi-services des systèmes de culture. Et on a pu analyser les déterminants de ces performances et étudier les relations entre critères. Dans le cadre de ce réseau expérimental, les systèmes avaient été conçus essentiellement vis-à-vis d'un enjeu réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. La question des légumineuses était un peu moins prégnante, même si certains mobilisaient le recours à des cultures de légumineuses dans le cadre d'une diversification des cultures. Donc ça, c'était à l'échelle d'un réseau expérimental. Et une autre thèse, donc les travaux de Martin Lechenet, qui a lui travaillé sur le réseau Défi Ferme, où du coup, à travers à peu près la description de 1000 systèmes de culture, il a pu identifier des profils de gestion des bioagresseurs associés à une diversité de niveaux d'usage des pesticides dans les systèmes mis en œuvre par les exploitants. Il a également étudié la relation entre la dépendance aux pesticides et la productivité des exploitations et leur rentabilité. Et il a également analysé la conséquence ou les conséquences que pourrait avoir la mise en œuvre ou l'adoption généralisée des systèmes économes identifiés à l'échelle France. Donc, dans le cadre de ces travaux, Martin avait aussi travaillé à une typologie des situations de production pour bien prendre en compte le fait que les opportunités ou les contraintes liées au système de culture étaient assez divergents en fonction de où se situe l'exploitation et l'agriculteur. Donc, dans le cadre de sa thèse, donc Martin avait intégré la multiperformance des systèmes de culture, mais il avait principalement caractérisé les stratégies de gestion des bioagresseurs. Donc, dans le cadre de Specifix, on souhaite avoir une double lecture, en fait, non pas seulement vis-à-vis de l'économie en produits phytosanitaires, mais avoir une double lecture des systèmes de culture en associant aussi le double challenge de riches en légumineuses et autonomie protéique. Donc, dans le cadre de la tâche, l'idée est d'adapter les méthodes d'évaluation, adapter ou compléter les méthodes d'évaluation existantes en intégrant des critères et les indicateurs associés qui rendent mieux compte de l'effet des légumineuses dans les systèmes de culture. Et donc, notamment, de rendre compte, par exemple, des risques associés à une trop forte proportion de légumineuses dans les successions culturales, ou au contraire de mettre en évidence, enfin de prendre en compte
des leviers agronomiques pour limiter ces risques vis-à-vis des bioagresseurs. Donc, du coup, ça se ferait en lien avec les connaissances produites en WP1 et WP2. Une fois, du coup, donc ça, c'est de manière à rendre compte de la multiperformance des systèmes. Ensuite, l'idée, c'est en se basant à la fois sur les expérimentations systèmes, donc on retrouve les 3 plateformes et on pourrait mobiliser aussi d'autres réseaux expérimentaux, et également en mobilisant des données du réseau DéfiFerme, de caractériser en fait et de typer des stratégies d'introduction des légumineuses à graines et de gestion des bioagresseurs en intégrant la diversité des situations de production et l'interaction au système de culture et les situations de production. Et donc là, l'idée de typer les stratégies d'introduction de légumineuses à graines, c'est bien en lien avec les discussions qu'on a eues là sur… D'ailleurs, j'ai mis légumineuses à graines, mais du coup, ça serait légumineuse. Ouais, du coup, ça serait loupé sur la diapo. En disant que c'est ça, le riche en légumineuses, en fait, ça peut se traduire de manière très, très différente en termes de stratégie de recours aux légumineuses au sein des systèmes de culture. Et donc, ça serait de travailler à voilà, décrire comment on peut introduire les légumineuses dans le système de culture. Et de faire le lien, du coup, entre ces typologies de stratégies et les performances des systèmes de culture, de manière à identifier les systèmes qui sont performants et de pouvoir identifier les déterminants de ces performances en lien avec les stratégies mises en œuvre dans les systèmes. On souhaite également analyser les relations entre critères de performance pour voir s'il y a des antagonismes entre certains critères pour les différents systèmes de culture explorés et caractérisés. Et on souhaiterait aussi aller jusque, si on a identifié des systèmes qui sont multiperformants, voir comment ça se traduirait en termes d'approvisionnement en protéines végétales à l'échelle régionale ou à l'échelle de France, si jamais on avait une adoption massive des systèmes de culture identifiés comme prometteurs. Donc, en termes de planning de travail, c'est une action en fait, qui se déroulerait sur quasi l'intégralité du projet, avec la première phase qui vise à identifier les différents critères qui seraient pertinents d'évaluer pour les différents systèmes de culture et à définir les indicateurs qui seraient associés. Ensuite, un travail de typologie des systèmes de culture, donc les systèmes soit expérimentés dans les plateformes, soit à l'échelle du réseau DéfiFerme. Réaliser du coup l'évaluation multicritères de ces systèmes et analyser les déterminants de la performance. Et ensuite, en fin de projet, l'idée, c'est de pouvoir à la fois mobiliser éventuellement les méthodes qui ont été proposées sur des systèmes conçus et donc faire de l'évaluation ex ante sur des systèmes conçus dans la tâche 2.5. Et aussi, ça pourrait être de réaliser en fin de projet une synthèse ou d'écrire des systèmes multiperformants et qui renseignent le double enjeu riche en légumineuses et économe en pesticides. Donc, en termes de moyens, ce qui est prévu dans les prochains mois, donc là, on a un premier stage qui est réalisé depuis mars. Donc, le stage d'Enora Jacquet qui vise à caractériser et à faire une première évaluation des systèmes de culture qui sont conduits sur les plateformes Cassis et Abi. Donc là, l'idée, c'est déjà de faire un premier regard critique aussi sur ou une analyse des critères et indicateurs qui pourraient être mobilisés ou du moins mis en débat sur ce qui serait intéressant de considérer pour évaluer les systèmes. Et à partir de l'automne 2021, il est envisagé du coup de poursuivre le travail dans le cadre d'une thèse où il y aurait du coup un travail méthodologique sur les critères et indicateurs associés pour rendre compte des services et disservices liés aux légumineuses et puis commencer la caractérisation de la diversité des systèmes expérimentaux et défis. Donc, pour en ce qui concerne l'analyse économique de la durabilité de ces systèmes, hop, juste un petit instant. Voilà.
Donc, notre but serait de proposer une évaluation multicritère de la performance de systèmes de culture des légumineuses avec une utilisation réduite des pesticides. Donc, je vais parler un peu du point de vue de l'économie. À peu près tous nos modèles ils sont basés sur une analyse économique. Ce qu'on va faire dans le cadre de ce projet, c'est d'essayer de rajouter d'autres critères qui soient sociaux ou environnementaux pour rendre compte de la performance. Pour vous donner une idée de l'analyse, du type d'analyse que l'on peut faire, j'aimerais vous parler ici d'un papier publié il y a quelques années dans le cadre d'une autre thèse par Jean-Philippe, Hervé et Cheoun Ojo. Donc, ils ont travaillé sur les exploitations spécialisées dans la grande culture en Eure-et-Loir. Donc, ils ont travaillé que sur les données d'une année en 2008 et ils ont estimé deux frontières coût-efficient. Donc, la première frontière était une frontière qui regroupait les exploitations intensives en pesticides et une deuxième frontière qui regroupait les exploitations faibles en pesticides. Et donc, on a comparé les deux frontières, les deux technologies en fonction de la taille des exploitations. Et voilà un peu ce qu'on obtient. On voit bien ici les deux courbes. La première, elle correspond aux exploitations efficientes, donc qui ont une utilisation très faible de pesticides. Et on voit que leur coût, il est toujours plus faible que celui des exploitations qui utilisent beaucoup de pesticides, et ce, quelle que soit la taille des exploitations. Donc, on travaille ici sur les coûts directs et évidemment, ils vont exclure les pesticides. D'accord? Donc, il y a dans ces résultats une dominance coût très claire de la technologie avec la plus faible utilisation de pesticides. L'idée qu'on a, c'est de rajouter dans ces travaux les trois piliers qui sont donc économique, environnemental et social. Mais pour cela, tout dépend des types de données que l'on va avoir. Donc, les analyses possibles qu'on vous propose ici, il y en a trois. Ils vont dépendre beaucoup des données qu'on aura et comme je vous le dirai dans quelques minutes, notre premier travail, ce sera de nous approprier la base de données, de comprendre bien à quel type de données on peut avoir accès et comment on peut les utiliser dans les analyses de performance qu'on a l'habitude de mener. Donc, nous allons nous appuyer sur les données de défi ferme. Et donc, il est très important de savoir si on a suffisamment d'éléments sociaux et environnementaux pour qu'on puisse estimer des benchmarks pour ensuite proposer les meilleures pratiques. Donc, au niveau où on en est aujourd'hui, on ne sait pas si cette analyse, elle devrait se faire au niveau de l'exploitation, tel que nous, on sait faire, ou bien au niveau du système de culture. Ce qui serait une nouveauté pour nous économistes, mais qui serait peut-être beaucoup plus utile pour nos collègues agronomes dans le cadre de ce WP. Un autre type d'analyse est celui du type résilience économique. Donc, encore une fois, on va se baser sur les données existantes de défi ferme pour estimer la robustesse des pratiques face aux certaines variables d'activité propres aux autres exploitations. Donc, en deux mots, on peut dire qui est le meilleur du marché, mais est-ce qu'il serait toujours le meilleur si on lui faisait changer une à une ses caractéristiques en prenant celles de ses concurrents. Donc, encore une fois, là, je parle un peu du point de vue d'une exploitation. Il faut voir, encore une fois, comment on pourrait traduire ce genre de technique pour parler du système culture. La troisième analyse à laquelle on avait pensé, c'est une analyse performance des systèmes, mais basée cette fois-ci sur des données virtuelles. Donc,
nous, on pensait dans un premier temps nous appuyer sur les expérimentations virtuelles réalisées dans le task 2.3.2 que Stéphane Cordeau avait présenté juste un tout petit peu avant. Et donc, le niveau ici serait plutôt la plante. Donc, si on a bien compris, il y a des situations de production simulées. Et nous pensons qu'on pourrait éventuellement reprendre ces situations simulées pour, encore une fois, réaliser un benchmarking pour arriver à déterminer les meilleures pratiques en tenant compte des différents intrants, différents outputs que vous nous aurez signalés. Donc, comme on est dans une phase où on a un peu besoin de temps pour nous approprier les données et les pratiques des autres collègues, le début de notre projet, c'est vraiment une phase de quelques mois de vraiment comprendre tout cet environnement. Le travail effectif, le premier délivrable commence en mars 2022 avec un stage master en vue de continuer avec un doctorat. Donc, on aimerait pour cela un étudiant spécialiste en économie agricole. Et une fois que nous aurons un cadre plus clair, cette personne, il va commencer par travailler sur l'identification des modèles d'activité dans la base des FIFERM et faire les premières estimations. Cela devrait se poursuivre par un doctorat qui commencerait en septembre 2022 et on attendrait les premiers résultats, peut-être le premier working paper pour juin 2023. Voilà. C'est tout bon pour moi. Donc, on a regroupé la présentation des tâches 3.2 et 3.3 avec mon collègue Thomas, puisque là, en fait, l'implication de l'UMR Agir ici ne se fait qu'à l'échelle de l'équipe Odyssée, qui est l'équipe qui regroupe des SHS dans l'UMR Agir. Donc, on a deux tâches où chacun est responsable de cette tâche, mais on va essayer de vous faire voir que, bien sûr, il y aura des liens entre ces deux tâches. Donc, on va prendre la parole à tour de rôle. Donc, je vais démarrer pour la tâche 3.2. Donc, en fait, nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on part d'un constat d'échec des plans éco-phyto et puis plus généralement aussi autour de la relance des légumineuses à graines, les échecs récurrents des plans protéines. Donc, vous savez que moi, personnellement, j'avais conduit des réflexions justement pour reprendre une analyse un peu historique de l'histoire du développement des légumineuses pour comprendre cette situation de verrouillage qui perdurait sur les légumineuses à graines. Et là, en rentrant dans l'ANR spécifique, nous, on doit essayer de mieux comprendre un autre verrouillage qui est celui du verrouillage autour des pesticides. Donc, on sait qu'il y a un tout petit peu de littérature sur le verrouillage autour des pesticides, mais elle est relativement ancienne, il n'y a pas de travaux récents. On sait que cumuler ce double verrouillage technologique sur les pesticides et les légumineuses à graines, on est aussi confronté en économie à ce qu'on appelle le problème de la double externalité, qui est lié aux éco-innovations. Derrière toute innovation, il y a des externalités parce qu'en fait, si vous voulez, les acteurs qui vont innover, ils peuvent avoir une attitude de suiveur en disant « moi, je ne vais pas supporter tout le coût de l'innovation puisqu'après, les autres vont bénéficier des innovations créées, mais moi, j'aurais supporté le coût de l'innovation. » Donc, il y a une externalité là. Et donc, c'est pour ça que la puissance publique met des moyens pour soutenir l'innovation des industriels dans quel que soit le secteur d'activité. Et cette externalité, elle est renforcée d'autant plus s'il s'agit d'innovations qui ont des bénéfices environnementaux, parce que je ne suis pas, moi, industriel, je vais créer une innovation qui aura un bénéfice environnemental, mais je ne serai pas rémunérée pour le bénéfice environnemental ou sociétal qu'apporte cette innovation. D'où, des fois, le manque d'intérêt d'entreprises pour aller innover sur des éco-innovations. Donc, du coup, on est confronté vraiment à des processus de verrouillage et d'inertie assez forts. Et on estime que nous, dans la compréhension de ce verrouillage, pour essayer de déceler les leviers de déverrouillage, on n'a pas assez étudié en fait le fonctionnement même des marchés, leur imbrication et leur dépendance. Mais en même temps, on sait que le marché aussi pourvoyeur d'initiatives, on a tous vu, on connaît les écolabels
qui se développent, on sait qu'il y a des entreprises qui quand même conduisent des éco-innovations. Donc on sait qu'à la fois, en fait, le marché il est porteur de problèmes parce qu'il y a des interdépendances qui se sont créées par le passé qui fait qu'on n'arrive pas à faire bouger le comportement des acteurs, mais en même temps, il y a des acteurs qui essayent et on voit que ça peut être porteur de solutions. Donc l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur comment à la fois les marchés continuent à pousser l'usage des phytosanitaires de synthèse et comment ils peuvent aussi devenir un driver du changement sur des pratiques plus respectueuses et comment ces deux forces un peu antagonistes vont arriver à créer des nouvelles solutions. Donc Thomas reviendra aussi sur cet aspect du marché comme la solution. Donc nous on part de ce constat-là et donc on a moi personnellement là j'ai vraiment deux hypothèses de travail au départ. C'est d'une part qu'on a des effets de dépendance au passé, ce qu'on appelle la dépendance du chemin, très très fort dans cette situation, autant pour les légumineuses que pour la question de l'usage des pesticides, qui fait que ça crée une forte inertie. Donc derrière nous, toutes les analyses que l'on va conduire, c'est quand même dans l'idée derrière d'éclairer les politiques publiques qui doivent être ciblées dans une logique d'efficience aussi des dépenses publiques. Et que pour résoudre un peu ces effets de dépendance du chemin et engager les acteurs dans des solutions durables, il faut se pencher sur ce qu'on appelle les arrangements organisationnels sur les marchés. Alors en économie, ce qu'on appelle arrangement organisationnel, c'est la manière dont les acteurs se coordonnent. Et donc, il faut penser certains arrangements de manière plus spécifique qui vont permettre de stabiliser un engagement des acteurs à l'échelle de tout le système qui se stabilise sur le long terme. Tant qu'on n'arrive pas à avoir cet engagement de long terme sur long terme, on n'arrive pas à engager ce qu'on appelle les rendements croissants d'adoption qui permettent d'améliorer la performance d'un système technique choisi. J'arrive plus à défier. Ah si, ça y est. Hop. Oui, voilà. Donc, du coup, ce sur quoi, alors, donc là, c'est encore moi, parce que j'ai plus les commentaires. Donc, ce sur quoi on va travailler en priorité, je vous disais tout à l'heure, c'est le marché de l'alimentation humaine, parce qu'on estime que c'est un marché beaucoup plus structurant pour cette transition agroécologique. Les exigences agroécologiques sont beaucoup plus fortes pour l'alimentation humaine que pour l'alimentation animale, et les investissements sont beaucoup plus importants. Donc, on va étudier, on a commencé à le faire, nous, dans un projet européen qui est le projet européen Lac Value. On a tout juste commencé à défricher une énorme base de données, qui est la base de données Mintel GNPD, qui recense à l'échelle mondiale, l'ensemble des innovations produits mis sur le marché. Alors, c'est Mintel qui fait ça, donc peut-être il y a un manque de représentativité, mais quand même, ils ont un gros réseau de shoppers qui permet d'avoir, voilà, mois par mois, toutes les innovations produites. Et donc, eux, ils retranscrivent dans une base de données tout ce qui figure sur le packaging de ces produits. Donc, ça nous permet, nous, derrière, d'essayer d'analyser à travers la liste des ingrédients, comment progressent les ingrédients à base de légumineuses à graines et quels sont les claims qui sont associés à ces légumineuses, notamment pour voir la montée des claims environnementaux. Alors, il n'y a pas que la baie, on a commencé un peu à regarder, il y a aussi des expressions respectueuses de l'environnement, bas carbone, enfin, il y a toute une série de phrasés autour de ces claims environnementaux qui sont variables en plus selon les pays du monde. Par contre, ce qu'on a commencé à voir, c'est que l'Europe porte très très fortement ces claims environnementaux. C'est en Europe qu'on en trouve le plus. Et là, on voit déjà nous apparaître une opposition entre le marché américain où les claims environnementaux sont très peu présents finalement, alors qu'ils sont beaucoup plus présents en Europe et particulièrement autour des légumineuses à graines. Bon, nous après, il faut qu'on creuse. Donc nous, c'est un travail un peu inédit qui est fait là. Et ensuite, nous, là, en termes de front de science, ce qu'on creuse en fait derrière, ce sont des techniques de traitement automatique de données textuelles, où là, on est sur des fronts de science méthodologiques, puisque derrière, il faut mobiliser des techniques algorithmiques particulières pour arriver, quand vous avez des bases de données avec 600 000 produits, pour en extraire les ingrédients, c'est des produits là, de différents pays du monde, il faut faire des techniques de reconnaissance, de dénomination de certains ingrédients, reconstruire des champs lexicaux, etc. Et le but, c'est de faire ça de manière le plus automatique, parce qu'aujourd'hui, Mintel fait ça à la main.
avec leur réseau de choppers. Donc, nous, on a décidé de repartir de la donnée brute et d'essayer d'automatiser ces analyses-là. Parce qu'on a vu que leur analyse manuelle créait énormément d'erreurs. Donc, les entreprises qui se servent des données Mintel, je ne sais pas à quel résultat ils aboutissent. Et ensuite, en même temps, on a la mention du nom des entreprises. Donc, pour le cas français, peut-être voir européen, on va voir, mais sur le cas français, on va pouvoir identifier des entreprises qui sont pourvoyeuses d'innovation en produits à base de légumineuses avec des pratiques respectueuses de l'environnement pour essayer de les interroger et voir comment, pourquoi ils vont sur ce marché-là, les difficultés auxquelles ils sont rencontrés et comment ils structurent la filière derrière pour permettre un approvisionnement durable sur ces légumineuses en utilisant moins de produits phytosanitaires. Et donc, plus particulièrement, moi, après, j'ai une tâche précise après cette analyse du marché qui est, je vous disais, sur les arrangements organisationnels. C'est la suite d'un travail que nous, on avait démarré dans l'ANR légitime. Où là, on avait aussi renouvelé l'approche contractuelle en disant le contrat, ce n'est pas que de la sécurisation d'investissements spécifiques. C'est ça que dit la littérature économique avant tout. C'est aussi un artefact qui permet de générer des interactions et de favoriser la construction d'apprentissage. Et donc, nous, ce qu'on cherche à montrer, c'est comment le contrat permet d'accélérer les apprentissages techniques autour d'une culture. Donc, l'idée, c'est que nous, une filière qui est sous contrat va progresser plus rapidement qu'une filière qui n'est pas sous contrat lorsqu'on part d'une filière qui subit une situation de verrouillage ou d'un défaut de connaissance ou de savoir-faire sur la technique de production choisie. Donc, voilà. Et donc, nous, en termes de lien avec les opérateurs stakeholders, on peut continuer à avancer avec eux sur notre accompagnement à la rédaction de guides à la contractualisation. C'est des choses qu'on commence à faire suite à leurs demandes. On a notamment participé à des discussions avec Rocket sur cette question-là. Pour passer les slides, en fait, il faut appuyer plusieurs fois. Voilà. Je passe la parole, je crois, à Thomas. C'est toi qui prends la relève sur cette slide. Ouais. Je peux. Il n'y en a que deux, tu gardes la main et tu me diras. Ça marche. Donc, effectivement, je suis Thomas Debry et je vais donc vous présenter le contenu de la tâche 3.3 qui part effectivement du constat que vous a rappelé Marie-Benoît, à savoir l'échec ou le succès relatif d'Ecofito 1 qui tient au fait que notamment une des raisons qui a été évoquée, c'est le fait que ce plan était concentré essentiellement sur les agriculteurs et leurs conseillers, du même coup laissé dans l'ombre, ne s'était pas suffisamment intéressé à l'organisation des marchés. Donc moi je vais avoir 2 points. Le premier point, c'est comment l'organisation sociale, alors là effectivement elle est sociale l'organisation, moi je fais de la sociologie, je ne suis pas économiste, donc comment l'organisation sociale des marchés participe de la dépendance des systèmes de production au phyto. Ça, ce sera mon premier slide là, que vous avez souligné. Et puis le deuxième point, c'est effectivement d'essayer de mieux comprendre comment l'organisation sociale des marchés, et là il y a effectivement des points à creuser en commun, comment l'organisation sociale des marchés peut soutenir des innovations et des alternatives au phyto. Donc, d'un point de vue sociologique, c'est assez intéressant comme sujet, parce que ça suggère effectivement que les difficultés associées à la mise en œuvre d'une politique publique ne sont pas simplement liées, ce qui est très renseigné, aux pratiques d'une administration, etc., ni même à ces mandants que sont pour nous les agriculteurs, mais à l'organisation socio-économique des filières, et à ce qui se joue notamment beaucoup plus aval, ce qui avait été négligé. Donc, c'est à ça qu'on va s'intéresser. Alors, les marchés, on ne va pas faire un cours, il est un peu tard, etc., mais je ne regarde pas tout à fait les marchés de la même manière, probablement, que l'économie, ou en tout cas que ce soit l'économie orthodoxe, où je ne prends pas le marché comme la confrontation entre une offre et une demande qui préexiste à l'échange, avec une flexibilité des prix au milieu. Je prends le marché comme un jeu d'acteurs. Alors, jeu d'acteurs, ça aussi, c'est un terme un peu glissant, parce que je le retrouve un peu partout maintenant, c'est bien, ça a essaimé. Mais pour moi, jeu d'acteurs, ça renvoie à une sociologie particulière. Ça renvoie à la sociologie de Crozier et Friedberg. Vous avez une synthèse, ils ont fiché probablement un peu, mais dans la RTSP de Musselin en 2005, qui est tout à fait claire et courte, et qui explique que c'est un mode de raisonnement qui permet de décrire des formes d'action collective. Donc, on part du principe que la coopération entre les acteurs, c'est problématique
Et donc, on essaie de comprendre comment les acteurs parviennent à surmonter le caractère problématique de la coopération. Donc, pour comprendre un marché, on part de ce point de départ. Et il faut ajouter que, effectivement, c'est une sociologie, j'ai envie de dire, interactionniste. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'il y a au-dessus des acteurs en termes de culture, où il n'y a pas une nature humaine qui préexiste, mais c'est la nature des échanges entre ces acteurs. C'est la première chose qui la caractérise. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que je vais me permettre de vous faire 2 mots quand même là-dessus. Et le deuxième point, c'est que c'est une sociologie systémique dans le sens où l'organisation des marchés c'est pas un marché, c'est pas une suite d'interactions prises 2 à 2, mais c'est une sociologie qui essaye de remonter effectivement à la structuration systémique de ces formes d'action collective. Donc, c'est ça qu'on va faire. Très concrètement, ça veut dire que moi, je vais regarder, effectivement, je vais comparer 2 filières, pois et blé, en essayant de comprendre, petit 1, qui sont les acteurs, petit 2, quelles sont leurs régularités de comportement, petit 3, c'est quoi la nature de leurs échanges, petit 4, en quoi ça fait système, et en essayant de comprendre effectivement comment l'organisation de ces marchés pèse sur les modes de production plus amont. Donc, il y a une prétention là-dedans, c'est de dire qu'une analyse des marchés en termes de jeu d'acteurs permet de renseigner non seulement effectivement les mécanismes qui fabriquent de la dépendance au phyto, mais aussi qui conditionnent simultanément la mise en œuvre des politiques publiques qui se voudraient plus économes. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va regarder l'organisation des marchés et comment ça pèse sur la production. Par exemple, sur le blé, je suis tombé là-dessus récemment, donc ça a été dans la suite des travaux de Lamine, par exemple, de Claire Lamine, qui a très bien montré, par exemple, sur le blé, comment les relations qu'entretiennent les meuniers et leurs boulangeries et leurs clients, notamment les boulangeries industrielles, les conduit à privilégier dans leur logique de transformateur des approvisionnements qui les assurent une stabilité dans les volumes et dans les qualités. Et comment cette logique pousse les organismes de collecte notamment à encourager une logique d'intensification et à faire des phytos, évidemment, un élément fondamental de la mise en marché. Donc comment on va essayer de comprendre, et en étant attentif effectivement aux acteurs intermédiaires qui font cette articulation entre marché et production, si j'ose dire, comment ces prescriptions marchandes sont véhiculées plus amont et pèsent via notamment COP ou OP sur les modes de production. Et puis, il faudra remonter évidemment du côté de la production pour comprendre à quel point les producteurs s'alignent sur ces injonctions ou au contraire savent diversifier les clients ou pourquoi pas innover même dans le cadre d'écolabels, par exemple, qui visent effectivement à ne pas simplement payer les coûts de la régulation marchande. Voilà. Donc voilà, le premier point, ça va être un petit peu ça, c'est de comprendre comment l'organisation de ces marchés fabrique et verrouille éventuellement de la dépendance au phyto. Je me permets juste une micro-remarque sur ce verrouil-là, mais c'est que, juste un micro-point, je fais très court, mais une lecture en termes de jeu d'acteurs, c'est-à-dire en termes de relations de pouvoir, peut être intéressante de ce point de vue-là. On en reparlera avec Marie-Benoît, on a plein de conversations à mener, mais est intéressant dans le sens où elle permet de dégager, je le dis de manière abstraite parce que je n'ai pas le contenu empirique encore, mais ça permet de dégager d'un côté des dominants qui, en tant que dominants, ont intérêt à la reproduction de l'ordre établi, et de l'autre côté, des acteurs plus dominés qui, en payant les coûts de la régulation, vont être plutôt favorables à des changements de pratique. Donc, c'est aussi un point sur le côté changement qui peut être intéressant. Je pensais à ça à cause de ce mot verrouillage. Donc voilà, ça c'est le premier gros point, c'est ce qui va nous occuper principalement. Je veux bien, Marie-Benoît, que tu fasses une petite flèche droite. Ouais, juste avant. Le deuxième point qui va nous occuper, c'est effectivement de considérer que le marché, ce n'est pas uniquement ennemi à abattre, entre guillemets, mais peut être l'occasion de valoriser, d'un point de vue économique, des systèmes de production plus économes en phyto, on le disait. Et donc, on veut s'intéresser au processus d'innovation qui participe de la mise en marché de produits plus économes, voire sans phyto. Avec l'idée ici, peut-être, c'est une idée très générale que je vais décliner sur un micro-cas, mais on verra jusqu'où on peut aller dans ce sens-là. Mais l'idée est qu'effectivement, on peut peut-être gouverner non pas contre le marché, entre guillemets, avec cette idée que l'État est uniquement un tiers contraignant, etc., mais gouverner grâce au marché et par le marché en tant que tel. Et que le marché peut devenir un instrument de gouvernement des conduites. Il y a un
comment dirais-je, un courant là, qui est en train de une mayonnaise qui est en train de prendre en sociologie autour de cette idée qu'effectivement, on peut s'appuyer sur le fonctionnement des marchés pour effectivement développer des pratiques éventuellement pour nous. Le marché peut être effectivement l'instrument de transition, pour accompagner la transition agroécologique. Donc là, le point d'un point de vue sociologique, c'est qu'il ne s'agit pas de compléter la sociologie de l'action publique, j'ai envie de dire, par la prise en compte de l'organisation socio-économique des marchés, de ce qui se joue plus aval, mais de compléter, j'ai envie de dire, une sociologie des marchés qui est assez bien établie aussi, par ce qui se joue pour le coup en amont des filières, et je pense notamment du côté des scientifiques, et de mieux comprendre comment ces scientifiques participent du cadrage des échanges marchands. C'est le slide suivant, tu as fait un petit retour. Voilà, cool, merci. Donc là, effectivement, on va s'intéresser à quelque chose qu'on a commencé à regarder avec Antoine Doré. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la sociologie de l'innovation, c'est plutôt son cas à lui, mais qui est globalement la prise en charge d'un pathogène dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui s'appelle la Phanomyces. Et donc, on va essayer de suivre, de comprendre comment des solutions alternatives à ces phytos sont trouvées à partir de cette prise en charge de la Phanomyces pour lequel, effectivement, il n'existe pas de phyto. Donc, cette sociologie-là, disons, je ne vais pas faire long, je ne me suis pas chronométré, ça va, j'ai 5 minutes encore? Oui. Bon. C'est l'idée toute bête que l'innovation, c'est pas un processus, enfin, je ne vais pas faire un cours sur l'innovation, mais ce n'est pas un processus linéaire avec un chercheur au fond de son bureau qui dit Eureka, un type en R&D qui se soucie de mettre en œuvre, et puis un usager qui va adopter ou pas, voilà. C'est plus un processus en boucle par lequel sont retravaillées les manières de concevoir et d'utiliser une innovation. Si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, nous, on s'amuse à suivre à travers ce pathogène, cette socio-histoire de la prise en charge de la Phanomyces, comment les problèmes marchands sont transférés du côté des scientifiques et comment les scientifiques viennent retravailler le problème et retravailler la mise en marché. Donc, c'est un peu ce que je vous ai mis là, c'est-à-dire comment au départ, on a un problème de rond jaune, je le dis exprès dans les termes où on ne sait pas bien de quoi il s'agit, et comment vous avez l'UNIC qui va travailler à enrôler des scientifiques autour de cette question, comment elle va mettre à l'agenda de ces scientifiques ce problème, comment la phytopathologie et la génétique vont s'emparer de ce problème-là, et progressivement, comment on va passer de rond jaune à Phanomyces, Eustèche éventuellement, etc. Et donc, comment sont retravaillés à la fois les problèmes et en même temps redéfinir effectivement les solutions et comment je vais vite, mais comment ces connaissances scientifiques vont venir retravailler la mise en marché et faire notamment des agriculteurs et des semenciers des acteurs décisifs de la prise en charge. Donc, on va essayer de comprendre effectivement toute cette implication, non pas de l'interprofession, etc., du côté de l'amont, mais comment les scientifiques retravaillent en allant effectivement, en anticipant sur l'inscription au catalogue, etc., etc., et donc retravailler les pratiques, ce qui est une manière aussi, je peux conclure comme ça, de retravailler, de reprendre en compte, entre guillemets, le conseil et la manière dont il accompagne ces changements de pratique lui-même. Donc, on attend effectivement de ce suivi d'innovation qui nous donne des éléments sur la manière dont on peut faire sans phyto. Voilà, j'essaye de faire court. Donc, il y a effectivement 2 pistes de... Je continue, Marie-Benoît? Oui, je passais à la slide suivante, là, qui résume, non? Ouais, il y a 2 points sur lesquels la sociologie et l'économie peuvent se retrouver, il me semble. Le premier point, c'est effectivement de faire ce lien entre l'économie, alors tu me corrigeras, Marie-Benoît, mais contractualiste, cette économie des contrats, disons, et cette sociologie des marchés, hein, c'est-à-dire de comprendre comment déjà l'organisation des marchés en termes de jeu d'acteurs pèse sur la rédaction des contrats, et à l'inverse, comment cette rédaction et cette formalisation sous forme contractuelle participent de la redéfinition des échanges marchands. Donc ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, alors qui n'est pas encore complètement clair dans ma tête, mais que j'aimerais bien approfondir. Alors on verra jusqu'où on peut aller, etc. Et c'est vrai que moi, cette base Mintel m'intrigue pas mal. C'est-à-dire comment, effectivement, à travers ces écolabels, alors là, pour le coup, effectivement, on a comment on peut mettre en valeur économique même, des pratiques
des labels qui seraient sans phyto ou qui seraient plus économes, et à quel point on peut attribuer de la valeur, et on le fait probablement déjà avec ces produits qui existent, comment on peut attribuer de la valeur et faire reconnaître et retravailler de ce point de vue-là les manières de consommer, pourquoi pas, autour de ces produits sans phyto. Voilà, voilà. Peut-être que je te laisse dire deux mots sur le… Alors là, c'est le bazar, mais nous, on est au clair. On s'est refait le point sur concrètement ce qu'on allait faire. Alors, pour vous résumer, nous, pour savoir ce que les économistes vont faire pendant que vous faites vos expés, nous, en 2021, on refait un balayage de la littérature sur le verrouillage. Je vous disais qu'il y a peu de travaux, mais il y a des choses qui sortent régulièrement à l'échelle internationale par toute la communauté, notamment des transition studies. Donc, nous, on veut reconfronter un peu cette littérature sur le verrouillage par différentes disciplines. Il y a l'économie qui s'en mêle, il y a la sociologie, mais il y a aussi d'autres sciences qui vont, sciences politiques. Et on voudrait essayer de construire un cadre analytique élargi, donc faire un premier article un peu d'un position paper sur comment aborder la question du verrouillage des pesticides et puis aussi des légumineuses. Donc là, c'est pour ça qu'on a quelques collègues qui vont participer au démarrage du projet, mais qui après vont s'effacer parce qu'ils ont d'autres projets et d'autres contraintes, mais qui vont nous accompagner dans ce cadrage-là. Sur cette année 2021, il y a aussi ce que vous avez exposé, Thomas, où il creuse aussi le cas Aphanomyces, qui lui a permis aussi de rentrer sur cette question des légumineuses, avec un premier délivrable qui sera à fournir en 2022 sur le cas Aphano, ce qu'il vous a expliqué, sur la fameuse dialectique entre recherche et marché, avec cet exemple d'Aphanomyces. Donc tout ça, ça va nous servir un peu de base réflexive pour après creuser l'étude de cas sur la filière poids, puis on avait évoqué aussi une autre filière en comparaison. Et on va démarrer probablement des entretiens plus ciblés auprès d'entreprises en 2022, puisqu'on a en dessous, là en vert, c'est la tâche plutôt sur Mintel, enfin les tâches qui vont être permises grâce à l'investissement sur Mintel. Nous, en 2021, on va analyser les tendances du marché. Si je bouge ma souris, vous la voyez ? Ouais. Donc, nous, on va analyser les tendances du marché avec la base Mintel. Et là, on va repérer ainsi aussi des entreprises qui sont dans ces démarches d'écolabel, donc qui vont pouvoir aussi être interrogées. Donc, c'est pour ça que nous, on aura un premier recrutement plutôt sur 2022, sur la base d'un stage, et puis après qui s'enchaînerait en CDD. Et si cette personne en CDD marche bien, on verra donc à l'engager dans un processus de thèse pour nous aider aussi à poursuivre cette analyse plus approfondie de l'analyse du verrouillage sur la filière pois, mais avec aussi une autre filière qui sera prise en comparaison, qui ne serait pas une filière légumineuse pour justement mettre en parallèle le fonctionnement de ces filières agroalimentaires. Et donc, je vous disais, donc, on va identifier des firmes et ensuite, moi, après l'identification de ces firmes et les interrogations qu'on leur a faites pour savoir lesquelles s'engagent dans des dispositifs contractuels avec l'amont agricole, je continuerai donc, voilà, on continuera de creuser cette question de l'arrangement organisationnel contractuel. Et c'était là que nous, on avait engagé un deuxième recrutement avec un autre CDD de 12 mois pour creuser ces analyses contractuelles. Et puis moi, j'essaierai, avec la réduction du budget, enfin voilà, on ne pouvait pas tout passer. Donc moi, j'avais enlevé la demi-bourse de thèse sur ces aspects-là et j'essaierai de monter un financement de thèse pour continuer à creuser voilà, cette analyse contractuelle. Donc après, sur les liens avec les autres Work Package, on a vu la réunion que tu avais organisée, Violaine, avec les participants des autres tâches du Work Package 3. On s'était dit aussi que dans l'analyse des filières et de ce lien science-marché et comment les prescriptions les prescriptions marchandes pèsent sur l'organisation de la production, on pourrait essayer aussi d'amener un peu… Moi, j'avais commencé à y réfléchir à une époque quand j'avais commencé un peu à travailler avec Jean-Philippe Bousmar sur comment pèse le fait qu'on ne permet pas forcément facilement aux agriculteurs d'être dans des démarches vraiment d'analyse fine de leur performance économique, notamment par des dispositifs de type comptabilité analytique. Donc, il y a aussi voilà, l'organisation de la comptabilité agricole est faite de telle façon que ça ne permet pas toujours aux agriculteurs d'avoir la juste mesure de l'efficacité économique de leur système. Bon. Donc, du coup, une organisation particulière de ce marché.
Et ensuite, sur l'analyse contractuelle, enfin les tendances du marché, l'analyse contractuelle, là, voilà, il y aura du transfert vers les stakeholders et puis voir aussi comment les acteurs retranscrivent des bonnes pratiques agronomiques dans les contrats de production, dans les cahiers des charges, selon le degré de maîtrise aussi de ces bonnes pratiques. C'est-à-dire que si ce n'est pas vérifiable, facilement mesurable ou autre, on voit que les contrats de production peinent des fois à intégrer des critères de bonne pratique. Il faut que ce soit contrôlable. Bon. On va s'arrêter là. Je crois qu'il n'y a plus rien après. Merci. Est-ce que je fais les liens avec les autres WP ou vous voulez... Qu'est-ce que tu en penses, Guénaëlle? Oui, peut-être, parce qu'il y a des questions finalement qui viennent d'autres packages et du coup, ça leur permettra de voir si ces liens sont déjà pris en compte. Du coup, je fais vite. Enfin, il y a 2 slides et puis comme ça, on a le temps de discuter. Donc là, en fait, c'est un peu un résumé en fonction de les liens avec la thématique évaluation multicritère. Donc, on a identifié qu'il y avait du lien sur le choix des critères à évaluer, éventuellement le développement ou le choix des indicateurs associés pour évaluer ces critères. Donc, en mobilisant l'expertise au sein du projet, donc issue du WP1, WP2. Donc, de manière à mieux prendre en compte le rôle des légumineuses. Pour identifier, le fait que dans le cadre du WP3, on va identifier des systèmes performants et des éléments sur qui font que ces systèmes sont performants. Et donc, l'idée qu'en retour, du coup, les connaissances produites sur ces systèmes pourront être formalisées et on pourra proposer des références disponibles pour être intégrées dans les outils d'apprentissage qui sont proposés dans le WP2. La méthode d'évaluation aussi pourrait être mobilisée dans le WP2 dans le cadre d'actions de conception. Et l'idée, c'est que aussi ce travail autour de la multiperformance, que ce soit à la fois de se poser les questions de qu'est-ce qu'on évalue, pourquoi, et aussi sur les discussions qu'on a eues là au début, ça sert de support de discussion à l'intérieur du projet, mais aussi de manière plus large avec le consortium du projet. Et ça peut être du coup support de discussion pour voir quelles sont les pistes d'amélioration et les pistes qui peuvent être favorables à la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes de culture innovants. Ce qu'on a vu aussi, c'est que dans le cadre du WP3, on va mobiliser des mêmes types de jeux de données que ce qui est utilisé ou généré dans le cadre du WP2, et notamment les données issues des expérimentations système et des simulations FLOR6. Dans les liens en lien sur la thématique des marchés et de l'organisation des marchés, du coup, l'étude des tendances du marché pourrait éventuellement servir à identifier des cibles pour la conception. Est-ce que ça pourrait être intéressant de dire si on veut répondre aux besoins de telle filière, quel type de système de culture il faudrait mettre en place pour produire. Et donc, ça pourrait être des choses intéressantes pour voir, pour proposer des cibles de conception à travailler dans le cadre de la tâche 2.5. Et puis, les connaissances produites sur les arrangements organisationnels des filières pourraient permettre en fait d'identifier des leviers et des ressources nécessaires pour reconcevoir les systèmes. Et donc, est-ce que ça serait une manière de recueillir les besoins des acteurs en fait en termes de besoin d'outils pour aider à la conception et à la mise en œuvre des systèmes. Cette identification des besoins des acteurs pourrait être aussi travaillée en lien avec le consortium plus largement du projet. Et c'est ça, l'analyse approfondie des marchés, en fait, ce qui va être produit comme analyse pourra servir de manière plus globale et être mise en discussion pour discuter du coup les opportunités leviers pour le développement et la production des légumineuses sans pesticides.